Bonjour Eric, Bonjour Sandrine, comment ça va aujourd'hui? très bien. Bon, est-ce que je voulais te demander une petite question. Je voulais que tu nous parles des maladies rhumatismales et des solutions que tu peux proposer par rapport à ça. Alors, il y a une petite précision à faire à l'entrée de cette vidéo. C'est que cette vidéo, je l'ai faite il y a 2, 3 semaines, donc les gens vont se dire, mais pourquoi il refait cette vidéo sur le même thème? C'est parce que je me suis rendu compte que j'avais fait un raccourci et que j'avais manqué de précision à certains moments. Personne ne l'a vu. Eh ben, tant mieux. Du coup, c'est moi qui m'auto-corrige. Et du coup, je refais la vidéo, mais avec plus de précision. Voilà. Alors, en fait, pour parler des maladies rhumatismales, j'ai envie de parler de l'arthrose et de l'arthrite, parce que c'est bien représentatif des maladies rhumatismales, des maladies arthrosiques, des maladies de soi-disant de déminéralisation. Lorsqu'on demande la définition officielle de l'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage. Voilà, on dit vous avez le cartilage qui est abîmé. Le cartilage étant la partie, il y a l'os et c'est la partie euh, sur laquelle il va y avoir un contact. C'est la partie qui se trouve sur l'os. Et quand le cartilage est vraiment abîmé, après on est directement sur l'os. Et en fait, cette partie-là s'abîme. Alors, de manière officielle, on dit que les maladies rhumatismales sont dues, entre autres, lorsqu'on a de l'arthrose, que ça peut être dû à l'obésité, bien évidemment, le surpoids, l'âge. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit évidemment, l'usure avec l'âge peut contribuer à favoriser l'arthrose, mais on voit des personnes, on trouve des personnes âgées, voire très âgées, qui ne sont pas atteints d'arthrose, comme on trouve des personnes très âgées qui ne sont pas atteintes de cancer. Et après, on dit que ce sont des maladies du vieillissement. Non, ce n'est pas des maladies du vieillissement, parce que si c'était des maladies du vieillissement, ça serait inhérent, ça serait inhérent au vieillissement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vieillissent seraient atteintes de cancer ou d'arthrose. En fait, évidemment, plus on prend de l'âge et plus on a un risque statistique d'avoir certaines maladies. Mais ce n'est pas des maladies liées à l'âge, c'est lié aux erreurs. Et ces erreurs cumulées avec l'âge peuvent donner ces maladies. Mais en fait, ce n'est pas l'âge qui est à l'origine de ces maladies, ce sont des erreurs qui sont réitérées. Et plus une erreur est réitérée, avec l'âge, elle a la possibilité de s'exprimer. Mais voilà, il faut être précis. Euh, bon, il y a certains métiers qui sont particulièrement, qui font comment dire, des métiers qui sollicitent fortement les articulations. Euh, Ensuite, les gènes, comme quoi il y aurait une composante héréditaire, pas évident. Et les déformations osseuses, si on est né avec une déformation osseuse. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les 4, 5 points que j'ai évoqués là, et qui sont reconnus par la médecine officielle, eh ben, c'est comme si on n'avait pas de chance. Voilà. L'âge, on n'a pas de chance. Ben, c'est pas qu'on n'a pas de chance, mais ben, on prend de l'âge. Donc voilà, c'est comme si c'était quelque chose qui est incontournable. C'est notre destinée quasiment, quoi. C'est ça qui me dérange un peu. La génétique, ben, on n'a rien à faire parce que on peut rien faire contre la génétique. Euh, L'obésité, on pourrait faire quelque chose, mais bon, c'est le seul paramètre où on pourrait éventuellement avoir un libre arbitre. Ce qui m'embête un peu, c'est que quand on présente les points officiels, en tout cas les causes officielles de l'arthrose, on a un libre arbitre qui est très restreint. Et j'aime bien la notion de libre arbitre, j'aime bien la notion d'épigénétique et j'aime bien la définition et l'approche du docteur signalé. Le docteur signalé a obtenu des rémissions, voire des guérisons dans l'arthrose, l'arthrite, etc. Et il a utilisé comme outil la nutrition. Il expliquait que, d'après lui, l'arthrose, l'arthrite, les maladies rhumatismales sont des maladies d'encrassement. Alors, c'est quoi sa théorie? La théorie d'encrassement,
c'est que lorsque l'on vit, lorsqu'on mange, eh bien, on génère des toxiques. Ces toxiques, pour une part, vont être éliminés. Et normalement, cette élimination devrait suffire à ce que ces toxiques ne restent pas dans l'organisme. Mais si pour X raisons, il y a un excès de déchets, soit que les émonctoires sont déficients, soit qu'en amont, l'alimentation génère beaucoup de toxiques, eh bien, on va avoir un surcroît de toxiques et ces toxiques peuvent très bien rester dans les humeurs, le sang, la lymphe, etc., les liquides interstitiels, et ensuite euh, endommager certaines articulations, entre autres. Alors lui, il explique ça de manière très scientifique. Je ne sais pas si j'ai une... ouais, je vais quand même le lire parce qu'après, on peut, entre guillemets, dire que j'ai tendance à simplifier les choses. Alors voilà, il dit, lorsque les entrées de certains déchets ou bactéries dépassent les capacités d'élimination par les divers émonctoires de l'organisme, ces substances indésirables vont s'accumuler progressivement. On peut imaginer certaines conséquences néfastes de ce phénomène. Les molécules dont la structure diffère nettement des molécules de l'hôte vont rester dans le milieu extracellulaire, ce qui entraîne plusieurs inconvénients. Modification de la composition de ce milieu, changement dans la matrice extracellulaire, gènes dans les communications à distance entre les cellules, phagocytose de certaines particules, ce qui consomme de l'énergie et provoque la libération d'un excès de radicaux libres, etc., etc. Et après, il explique que ce n'est pas des chimères, puisque des travaux scientifiques ont montré que on a fait ça en laboratoire, certains déchets pouvaient se retrouver dans le noyau et provoquer des altérations euh, du fonctionnement de la cellule. Donc, ce n'est pas une théorie qui n'est pas basée sur de la science. Et en plus de ça, expérimentalement, lorsqu'il propose une alimentation atoxique, alors en évitant les produits laitiers, les produits au gluten, en faisant en sorte que la flore intestinale puisse fonctionner de manière optimum, qu'il n'y ait pas de dysbiose, etc. Donc il y aura moins de déchets, et bien à ce moment-là, on voit des améliorations. Il y a eu des améliorations, voire des guérisons dans des maladies arthrosiques, arthrose, arthrite, etc. Ensuite, alors ça, c'est vraiment très important, cette notion d'encrassage, parce que en tant que naturopathe hygiéniste, comme nous, on n'utilise pas des médicaments, et il n'y a qu'un médecin qui est qualifié pour le faire, on peut agir sur ces pathologies par le biais de la nutrition et l'optimisation des fonctions émonctorielles et de digestion et d'assimilation. Ensuite, Robert Masson, le naturopathe Robert Masson, lui avait listé toute une série de causes pouvant être à l'origine de la fuite minérale et la spoliation minérale. Évidemment, dans ce genre de maladie, on pense que la fuite minérale peut avoir une cause. Je pense aussi, mais personnellement et pour l'avoir expérimenté, la notion d'encrassage, lorsqu'on commence à proposer à différentes personnes une alimentation atoxique en supprimant certains aliments, en renforçant les fonctions émonctoriales, en tout cas en les favorisant, en utilisant certains compléments alimentaires comme la chondroïtine ou la glucosamine, on s'aperçoit qu'on peut cesser le processus arthrosique et voir, dans certains cas, observer des améliorations. Alors, la fuite minérale, et ça, alors ça, je reprends la vidéo que j'ai faite la dernière fois, on en avait parlé. La fuite minérale peut avoir différentes causes. L'épuisement nerveux, le stress, l'insomnie provoquent la fuite du calcium par les urines et la déminéralisation par déséquilibre endocrinien. L'insuffisance thyroïdienne, insuffisance de sécrétion de calcitonine, hormone thyroïdienne qui a pour but de fixer le calcium sur l'os. L'hyperfonctionnement des parathyroïdes, un excès de parathormone va décalcifier car la parathormone prélève le calcium de l'os. Certains cancers, l'insuffisance biliaire qui provoque une mauvaise émulsion des graisses, cela empêche les acides gras de pénétrer dans le sang et provoque une moins bonne absorption de la vitamine D3. Il s'ensuit une décalcification. L'insuffisance pancréatique cause une décalcification car les graisses sont mal digérées et mal absorbées, ainsi que la vitamine D3 liposoluble.
la malabsorption intestinale due à une colopathie, à des dysbioses, etc. Donc, il y a une mauvaise absorption des nutriments, dont les minéraux et la vitamine D3. La déficience rénale larvée, car le rein transforme la vitamine D3 en métabolite actif qui permet l'élaboration de la protéine transporteuse de calcium. Et la parasitose intestinale qui monopolise le calcium à leur profit, parce qu'il y a des parasites qui monopolisent le calcium à leur profit. C'est intéressant d'avoir ces causes-là, mais à mon avis, euh, l'approche du docteur signalé, pour l'avoir proposé maintes et maintes fois, est très convaincante. Et donc, je ne dis pas on peut tout à fait conjuguer euh, les approches du naturopathe Robert Masson, c'est-à-dire s'intéresser au fonctionnement biliaire, au fonctionnement du pancréas, à l'optimisation de la flore intestinale, au rééquilibrage de l'énergie pour éviter qu'il n'y ait pas d'épuisement nerveux, euh, à s'intéresser aussi à la thyroïde, à la parathyroïde, etc. Ça, c'est sûr que ça peut être intéressant, mais on peut tout à fait corréler et conjuguer ces approches-là avec une approche sur les notions d'encrassage, en évitant certains aliments, en optimisant la digestion et en faisant qu'il n'y ait pas de dysbiose. Et là, on peut observer dans bien des cas le retour à des améliorations. Tout ça associé à des compléments alimentaires comme la chondroïtine, la glucosamine. Dans les compléments alimentaires qui permettent de revitaliser, reminéraliser, il y a l'eau de mer, il y a les jus de légumes qui sont extraordinaires, les jus de légumes verts qui sont très reminéralisants, le chou par exemple. Évidemment, en en consommant de manière modérée si on a un problème au niveau, si on est, parce que le chou, pour les personnes qui sont hypothyroïdiennes, il faut en consommer modérément. Mais à part ce genre d'exception, il n'y a pas de problème particulier. Il y a l'eau hydroxydase qui est très reminéralisante. On peut aussi préconiser. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la cuisine interne. Alors, certains compléments alimentaires, tels que les oligophytums du laboratoire Holistica, par exemple cuivre, or, argent, l'oligophytum aussi manganèse, cobalt. On prend 5 comprimés à chaque fois. L'oligophytum soufre de chez Holistica. Après, il y a des compléments alimentaires comme le POP, c'est à base d'huîtres. Il y a la poudre de nacre, si je ne me trompe pas. Puis il y a certaines algues de bonne qualité. Il y a la poudre d'herbe d'orge aussi, très reminéralisante. Donc voilà un petit peu toutes les actions que l'on peut faire pour favoriser la maîtrise de cette pathologie, faire en sorte qu'elle ne se développe pas et en tout cas, on peut la freiner et dans certains cas, obtenir des améliorations. Est-ce que tu as des questions à me poser? Mais, non, t'as déjà beaucoup de choses. Euh, oui, après, oui, la question que je voulais te poser, tu as répondu presque à la fin. Je voulais te savoir si, bon, faire de la prévention, va nous permettre de ne pas l'avoir, mais les gens qui en ont déjà, il y a quand même des bons résultats si Alors voilà, faire évidemment, les gens qui viennent nous voir en général, c'est pas trop à titre préventif, c'est souvent parce qu'ils ont déjà la pathologie qui est exprimée de manière importante dans bien des cas. Eh bien, on peut évidemment s'intéresser à tout ce que j'ai dit préalablement. Bon, s'intéresser au fonctionnement du foie, du pancréas, de la thyroïde, de la parathyroïde, faire en sorte que la digestion soit optimisée, etc. Mais la notion proposée par le docteur signalé par rapport à l'encrassage, pour moi, me paraît très intéressant pour l'avoir proposé et avoir obtenu des résultats. Moi, je proposerais systématiquement de supprimer les produits laitiers, les produits au gluten, qui ne sont pas des produits fondamentalement nocifs, mais lorsqu'on les digère mal, ils provoquent ce qu'on appelle des MIT, des métabolites intermédiaires toxiques,
qui, en persistant dans l'organisme, s'il y a des carences enzymatiques, vont persister dans l'organisme et provoquer des problèmes à distance et favoriser les maladies d'encrassage. Donc, supprimer les produits laitiers, les produits au gluten, optimiser une alimentation à dominante végétarienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger de viande ni de poisson, mais que la part belle doit être faite au jus de légumes, au jus vert, avec des légumes à la croque, avec quelques fruits à queue, en faisant attention, en tenant compte des notions de terrain, en faisant en sorte, bien sûr, qu'il n'y ait pas de dysbiose, de troubles digestifs, évidemment, parce que les troubles digestifs ont tendance à altérer le bol alimentaire. Vous pouvez manger le meilleur aliment, s'il est mal digéré, il devient toxique. Hein, c'est simple. Donc, optimiser la digestion et puis après, on peut se servir de certains compléments alimentaires comme la chondroïtine et la glucosamine la chondroïtine ralentit la dégradation du cartilage en augmentant la production de protéines fixant l'eau dans le cartilage et permet ainsi de le lubrifier et de le nourrir en stimulant la production de collagène. Et la chondroïtine est un constituant essentiel du cartilage et elle est naturellement produite par l'organisme. Je vous déconseille la chondroïtine et la glucosamine. Non, la chondroïtine, c'est ça. La glucosamine, bon, euh, c'est un sucre associé à des acides aminés. La glucosamine et la chondroïtine ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils étaient favorables à la résorption, enfin, à la, à la reminéralisation et à la reformation des os. Euh, Par contre, il vaut mieux acheter ces molécules d'origine naturelle et pas d'origine synthétique sous forme médicamenteuse. Voilà. Mais D'accord. après, il y a tous les compléments alimentaires que j'ai donnés peuvent favoriser le retour de l'intégrité de l'organisme grâce à des processus homéostasiques. Et il faut savoir qu'il faut respecter la notion d'équilibre acido-basique, justement, c'est-à-dire faire en sorte que euh, on ait 60% au minimum de base contre 40% d'aliments acidifiants, car quand on ne respecte pas ces bases-là, on a tendance à acidifier son organisme et ça favorise les maladies dégénératives, au moins au niveau osseux, hein, parce que quand on a un déséquilibre de l'équilibre acido-basique, on a tendance à acidifier son sang. Comme l'organisme ne peut pas le tolérer, il va utiliser ses effets tampons, il va récupérer des carbonates de calcium dans les os et cela va se faire au détriment de la densité osseuse. Mais les maladies, alors il faut faire une différence entre l'arthrite et l'arthrose, même s'il peut y avoir un lien. L'arthrose, en fait, c'est une détérioration du cartilage. Ces cartilages peuvent, au moment où ils se détériorent, libérer des petits morceaux qui vont provoquer une inflammation ensuite, qui sera l'arthrite. Alors l'arthrite et l'arthrose peuvent être liés, ils ne sont pas toujours liés, mais là il peut y avoir un lien. Et les maladies arthritiques, les inflammations, etc., on peut les calmer avec des huiles essentielles. Ça soigne, ça ne corrige pas la cause, mais ça peut déjà freiner le processus inflammatoire grâce à des huiles essentielles comme Gaultheria fragrantissima, comme menthe poivrée, comme Eucalyptus citriodora, qui sont des anti-inflammatoires sous forme d'huile essentielle. Après, on peut évidemment aller voir son médecin rhumatologue et profiter de ses conseils. On peut tout à fait associer la médecine allopathique avec une approche naturopathique hygiéniste. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Après, si tu dis que c'est une maladie d'encrassage, est-ce que tu conseillerais aux gens de faire comme d'introduire aussi des jeunes ou- Alors oui, les jeunes, oui. Ah, J'avais peur que tu dises introduire les purges non, non, surtout, non, non, les non. purges à l'huile de ricin. Il y en a qui auraient ce réflexe. Bon, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais surtout ne pas le faire. Les diètes et les jus de légumes, et oui, les diètes et les jeûnes, mais sur la personne qui est hésitante pour le jeûne peut faire des diètes de jus de légumes de 3 à 5, voire 8 jours. En général, ça se passe bien parce que la diète, c'est une manière de jeûner, mais qui est moins brutale, entre guillemets, puisqu'on continue à prendre des jus. Les jus amènent un peu de sucre et ces sucres-là
font que ben, l'organisme va faire des... Alors, lors du jeûne, on sait très bien qu'il y a des processus qui permettent de récupérer des protéines, des lipides et des glucides, puisque comme l'organisme ne se nourrit plus, ben, il se nourrit de l'intérieur en brûlant ses propres tissus. Lorsqu'on fait une diète, c'est la même chose, mais de manière atténuée, puisque le sucre qui est apporté par les jus de légumes, par exemple, vont freiner les processus d'autolyse, c'est-à-dire que l'organisme va moins avoir besoin de transformer, par exemple, ses protéines en glucose ou libérer son glycogène parce que il a encore un peu de sucre. Voilà. En général, les diètes au jus de légumes se passent toujours bien, sauf exception, alors que les jeunes, des fois, ça peut être plus compliqué et ça a besoin d'un suivi, évidemment. D'accord. Voilà. Et dans les jus, est-ce que le jus d'herbe que tu parles souvent, ça peut aider dans l'arthrose et l'arthrose? Alors, les jus d'herbe, le jus d'herbe d'orge a une particularité, c'est qu'il est hyper reminéralisant et on s'est aperçu que, par exemple, les produits laitiers qui étaient mis en avant pour leur concentration en calcium posaient un problème parce que le calcium dans les plantes se trouve moins condensé, moins présent que dans les produits laitiers, ça c'est vrai. Ceci dit, le calcium des plantes est mieux assimilable que le calcium des produits laitiers. Et d'ailleurs, le professeur Joyeux met en garde les grands consommateurs de produits laitiers, car l'excès de calcium de produits laitiers peut se déposer de manière anarchique et, et provoquer des gonadostrophes, toutes sortes de maladies. Ben, là où le lait en excédent se dépose, ça peut provoquer une maladie, arthrosique en l'occurrence. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité et les processus d'assimilation. Il se trouve que, il semblerait, d'après certains travaux scientifiques, que le calcium végétal est moins concentré, moins condensé dans les plantes proportionnellement aux produits laitiers, mais mieux assimilé. On n'a pas d'excès de calcium venant des plantes qui se déposerait de manière anarchique, alors qu'on l'a avec les produits laitiers. On a ce problème avec les produits laitiers. En tout cas, selon les travaux du professeur Joyeux. Donc, les gens peuvent profiter du jus d'herbe pour... Oui, le jus d'herbe d'orge, par exemple, est extrêmement réminéralisant euh, de manière optimale, ça serait mieux de le faire soi-même, mais c'est une stratégie, hein, parce que c'est pas évident à faire. On peut, par contre, avoir recours à de la poudre d'herbe d'orge de bonne qualité et en prendre régulièrement, et ça contribue à la minéralisation associée à des jus de légumes. Après, on peut faire une cure d'eau de mer, une cure d'eau hydroxydase, prendre aussi éventuellement une complémentation en vitamine B du groupe B, comme le produit Ultra Vegan B de chez Holistica, car les vitamines B contribuent à favoriser toutes sortes de métabolismes biochimiques importants. Voilà. Et on entend souvent parler de la vitamine D. Du coup, Ah oui, alors la vitamine D, évidemment, elle a un lien avec les processus de minéralisation. La vitamine D, il ne faut pas en prendre des grosses doses, hein, euh, comme c'est souvent le cas avec les médicaments. Moi, celle que je préconiserais, c'est Ultra Vegan D de chez Holistica parce que la qualité de la vitamine est importante. Je crois que chez Holistica, en l'occurrence, c'est la vitamine D3. La D3, c'est souvent d'origine animale. Là, ils l'ont trouvé dans le lichen. Le lichen, il semblerait que c'est entre les deux, entre l'animal et le végétal. Et en tout cas, elle est très intéressante. Par contre, la vitamine D obtenue de la suie de moutons pose des problèmes parce que les moutons sont souvent traités avec toutes sortes de produits de vétérinaires et on les retrouve donc dans la vitamine D. Donc, il semblerait que la vitamine D3 issue du lichen serait plus adaptée et aurait moins de conséquences ou pas de conséquences du tout en termes de nocivité. Voilà. d'accord. Et les gens qui ont des problèmes alors de maladie rhumatismale, tu leur dirais de faire des cures de vitamine D3 ou...
Ils doivent en prendre. La vitamine D a un rôle dans la minéralisation, mais à ma connaissance, elle n'a pas un rôle dans les processus inflammatoires. Et puis d'ailleurs, je vais te dire une chose, c'est que même si on arrive à calmer l'inflammation grâce à des huiles essentielles, calmer l'inflammation, ça peut être intéressant parce que c'est douloureux, mais ce n'est pas le processus majeur chez un naturopathe à Oui, atteindre. Le processus le plus important, c'est freiner la cause. Et freiner la cause, ça peut être entre autres l'encrassage euh, à cause de macromolécules telles que le décrit le docteur Signalé. Et à mon avis, on obtient plus de résultats pérennes dans le temps grâce à une démarche euh, nutritionnelle où on supprime certains aliments, on optimise les processus digestifs que de chercher à freiner à tout prix l'inflammation. Quand on freine l'inflammation, on n'a plus de douleur, on n'a plus de symptômes, mais le mal persiste, hein. C'est comme si dans une voiture, on enlève le voyant rouge, on n'est plus alerté, on n'a peut-être plus peur, mais si par exemple vous avez un voyant rouge qui vous prévient qu'il n'y a plus d'huile, eh ben, si vous cassez l'ampoule, ça peut vous donner une sorte de pérennité, de tranquillité, mais elle est illusoire parce que si vous continuez à rouler, vous allez casser votre moteur. Donc, vouloir supprimer les symptômes, c'est bien. Moi, je pense que c'est important parce qu'il y a des gens qui ont des rhumatismes, enfin, des douleurs inflammatoires importantes et le confort de la personne qui est atteinte de ces inflammations, c'est quand même important à prendre en compte. Mais si on l'associe avec la correction des causes, parce que comme ça, plus d'inflammation, mais la cause disparaît, ça a du sens. Mais supprimer l'inflammation sans supprimer la cause, si la cause est par exemple due à des mythes métaboliques intermédiaires toxiques, due à une mauvaise assimilation du gluten ou des produits laitiers, eh bien, ça va persister et continuer à dégrader, être à l'origine de la dégradation du cartilage. Et donc ça, c'est pas une stratégie très intéressante, hein, ou en tout cas très intelligente, hein. Mais par contre, freiner les processus inflammatoires associés à une correction des causes, ça a du sens. Faire les deux en même Et- temps, comme ça, pour retrouver un équilibre. ben oui, parce que la personne va se retrouver sans douleur. Bon, d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'elle consulte, hein, autrement elle ne consulterait pas. Et ça a du sens parce que la douleur, des fois, c'est insupportable ou en tout cas, c'est très handicapant. Puis dans l'inflammation, il n'y a pas que la douleur, il y a la grosseur, douleur, chaleur. Et le fait que un organe ou un doigt ou une articulation gonfle, c'est très douloureux et puis ça pose des problèmes mécaniques aussi. Parce que l'articulation devient très douloureuse, le mouvement est limité, etc. Voilà, voilà. Et je te remercie pour tout ce que tu viens de nous apprendre. Et voilà. En fin de compte, on revient tout souvent aux mêmes choses, hein, c'est avoir une alimentation quand même intelligente, enfin, La digestion, la qualité alimentaire, la importante. digestion, le processus digestif et le processus d'assimilation, lorsqu'on maîtrise ça, on maîtrise énormément. Enfin, on a vraiment la main sur beaucoup de troubles de santé, pour ne pas dire des maladies. Parce que, qu'on le veuille ou non, la qualité alimentaire, la manière dont c'est digéré et la manière dont c'est assimilé, mais c'est énorme. Et beaucoup de pathologies sont concernées par un de ces trois paramètres ou les trois ensemble. Et un naturopathe hygiéniste, lui, il doit focaliser, il doit avoir une attention particulière là-dessus parce que c'est là qu'il a son mot à dire. Mais faut-il pour autant que le naturopathe était bien formé? Parce que moi, je vois des naturopathes, euh, la, la, la qualité de la digestion, c'est pas vraiment leur problème, hein. Et pourtant, c'est majeur. Le meilleur aliment du monde, mal digéré, il devient toxique. C'est simple. D'accord. En tout cas, merci pour tout ça. Et puis, justement, vu que tu en as parlé,
s'il y en a qui veulent bien se former à être de bons naturopathes, mais je conseille l'école d'Éric. Très, très bien. ENHED, ENED. Voilà, UNED. Voilà. Vous pouvez Alors, aller voir. j'ai découvert que, euh, alors, c'est quelle langue? Je crois que c'est le... Alors, attends, il faut que je vérifie, il faut que je te donne la langue parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. Alors, attendez, je vérifie ça immédiatement. Je te donnais l'information. C'est un scoop, entre guillemets. Alors, vite, vite, vite. Euh, j'ai découvert que le mot ENED dans la langue que je vais citer, voilà, alors c'est en, en danois. ENED, tu sais qu'est-ce que ça veut dire en danois? Non, non, pas du tout. Ça veut dire unité. Ah, mais ça, Eh ben moi, je trouve que c'est fantastique, hein. c'est très bien. Et c'est vraiment la notion d'unité que je... Unité, mais dans son sens littéral, c'est-à-dire l'unité... déjà, le corps, pour un naturopathe hygiéniste, c'est un, c'est pas plein de morceaux. Euh, vous allez voir, alors c'est pas pour critiquer, mais vous avez un problème de peau, vous allez voir un dermatologue, vous avez un problème rénal, vous allez voir un, un spécialiste des reins, vous allez voir un problème du côlon, vous allez voir un gastro-entérologue, etc. Alors que un trouble digestif peut provoquer un problème de peau, un problème des reins et un problème de côlon. Ah, Donc en fait, tout est il y a une unité, il y a une unité et c'est ça le naturopathe hygiéniste doit comprendre cette notion d'unité et puis l'unité avec l'univers, l'unité avec les autres. Et ben moi, quand j'ai découvert ça, ouais, quand Danois ça unité, ben j'ai trouvé que c'était super bien. oui, Je sais pas c'est qu'est-ce que très tu en bien. penses. Oui, ça tombe bien. Bon, le Et passage est bon. ENED, pour ceux qui s'intéressent, euh, avec l'approche numérologique, ça correspond au 7. Et le 7, ça correspond aux études, à la réussite dans l'étude et l'enseignement. Oui, c'est Donc, tu la as trop. numérologie et la traduction en danois de ENED ne me font qu'encourager à penser qu'on est dans la bonne direction. Bon, ça, Oui, c'est oui. un prix, On mais est, voilà, non, c'est c'est une une très bonne boutade, mais école. c'est intéressant Donc, à constater. voilà. C'est une très bonne école. Donc, voilà. Si les gens veulent poser des questions, même par rapport au sujet, ils pourront poser en dessous de la vidéo, puis Eric vous répondra. Du coup. Voilà, Voilà. merci, De rien. Merci merci à toi beaucoup. et à la Sandrine, et prochaine. puis à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.